18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM, les amoureux de Time Sport, votre rendez-vous sportif quotidien que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi de 18h à 19h. Aujourd'hui au programme, l'équipe de Time Sport vous a réservé un condensé de l'actualité sportive. On va parler de Nasser El Khelaifi qui a rencontré Arsène Wenger à Doha. On va également évoquer la kickboxing avec Cédric The Best, notre invité, c'est dans quelques instants. On parlera aussi des bureaux du club de Nantes, du FC Nantes, qui ont été perquisitionnés à Nantes et à Paris. On reviendra également sur cette journée de Ligue des Champions hier et aujourd'hui. Et évidemment, on parlera du Tour de France 2021 qui partira de Copenhague. C'est parti pour une heure de sport. Time Sport. Et pour nous accompagner aujourd'hui en studio, Juan José Dorado, Nassim Bourras, Salio Diouf et Simon Balachev. Je le prononce bien ? C'est bon. Eh ben, on peut commencer. On va partir sur le ras-le-bol et sur Nasser El Khelaifi qui a rencontré Arsène Wenger. Time Sport, le ras-le-bol. Et oui, selon l'équipe du jour, Nasser El Khelaifi, qui est le président du Paris Saint-Germain, qui a rencontré Arsène Wenger. Ce rendez-vous qui se serait déroulé du côté de Doha représente-t-il les prémices d'une future collaboration avec l'ancien entraîneur d'Arsenal, Saliou? Déjà bonjour à tous. Non, pourquoi pas, parce qu'on sait que Antero Henrique est un peu sur la sellette en ce moment avec justement par exemple on va prendre le fait d'armes d'Antero Henrique. C'est le non-transfert de Jong qui passe sous le nez du Paris Saint-Germain et donc qui file au Barça. Et je pense que ça a été l'acte fondateur d'une refonte du côté de la direction sportive du PSG, mais vu du Qatar. Donc c'est une hypothèse plausible. Donc c'est confirmé qu'il a rencontré Arsène Wenger, il n'y a pas de problème. Il l'a rencontré, en tout cas, il y a plusieurs sources. En tout bien, tout honneur ou bien... Il y a plusieurs sources concordantes qui disent, voilà, l'équipe du jour notamment, qui dit voilà, qu'il y a eu une rencontre. Après, qu'est-ce qui s'est dit? On ne sait pas forcément, mais est-ce que ça laisse présager une future collaboration, Nassim? Oui, c'est tout à fait possible, dans le sens où Saliou l'expliquait juste avant. Le directeur sportif actuel, c'est-à-dire Antero Henrique, est sur la sellette. Le fait que De Jong ne soit pas venu au PSG, qu'il ait préféré le Barça, a beaucoup joué, même si, à mon sens, ce n'est pas trop le fait d'Antero Henrique, mais plutôt le fait du passif du PSG qui n'a jamais été en lien avec les Néerlandais comme le Barça. Ce serait une belle pioche pour le PSG, dans le sens où Arsène Wenger a ce feeling avec les jeunes joueurs. On sait qu'il arrive à repérer très tôt le PSG, les jeunes joueurs, alors que le PSG a du mal à ce niveau-là. Ça peut aussi jouer au niveau du centre de formation, dans le sens où beaucoup de pépites quittent le PSG avant même de devenir professionnels. Je pense notamment à Dan Axel Zagadou, qui est maintenant en train de d'éclore à Dortmund, et bien d'autres, comme Kingsley Coman qui est au Bayern Munich, et même Bernadette qui vient de partir il n'y a pas très longtemps pour le RB Salzbourg. Donc ça serait quelque chose d'intéressant, d'intelligent, dans le sens en plus où Arsène Wenger, il n'y aurait pas d'indemnité de transfert vu qu'il est sans club en ce moment. C'est une belle pioche et je peux comprendre que Nasser El Khelaifi soit intéressé par le profil. Alors c'était à l'occasion du tournoi de tennis WTA à Doha. Qu'est-ce qu'on peut comprendre justement de cette rencontre? Il y a peut-être rien à comprendre, Juan José. Oui, il y a des choses à comprendre, d'autant plus qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu déjà des contacts l'été dernier, quand on a acté l'arrivée d'Arsène Wenger, enfin le départ d'Arsène Wenger d'Arsenal. Il y a eu des contacts entre le PSG et Arsène Wenger, sachant qu'Arsène Wenger souhaitait à l'époque entraîner. C'est vrai que vu son âge, il paraît compliqué qu'il reprenne une équipe comme le PSG, mais effectivement il a un feeling, il a une expérience qui peut être très profitable au PSG. Le PSG qui est à la recherche d'un directeur sportif. On ne va pas revenir sur le cas Antero Henrique. Vous parlez de De Jong, mais avant de De Jong, il y a le cas Rabiot aussi qui a été très explosif pour l'équipe du PSG. Et il y a même le cas Tuchel, puisque vous savez, c'était pas du tout l'entraîneur que voulait Antero Henrique, c'était pas Tuchel, et c'est lui qui est venu. Il voulait Conceição, lui. Effectivement, il voulait quelqu'un de chez lui. Donc vous voyez, le fait que Arsène Wenger soit sur le rang pour devenir ou conseiller spécial ou directeur sportif, je crois que c'est une bonne chose pour le PSG et pour Arsène Wenger qui ne sait pas rester sans rien faire. Alors Simon, comment on peut interpréter un rendez-vous ce rendez-vous entre Nasser El Khelaifi et Arsène Wenger qui en plus intervient alors que Antero Henrique est critiqué notamment en interne?
Il y a aussi beaucoup de spéculation. Quand on s'appelle Nasser, on rencontre beaucoup de Wenger dans sa vie au quotidien, et quand on s'appelle Wenger, on rencontre beaucoup de Nasser au quotidien. Donc c'est des rencontres qui ont lieu entre des personnes de ce standing, qui ont lieu un petit peu tous les jours. Alors évidemment, ça fait jaser quand ce genre de personnes se rencontrent. Après, reste à savoir s'il y a vraiment eu des approches, des propos ou des projets pour le futur du Paris Saint-Germain. Après, si projet a été évoqué, c'est sûr que je suis assez d'accord avec excuse-moi. Nassim, il n'y a pas de souci. Avec Nassim, en ce qui concerne les jeunes pousses du Paris Saint-Germain, on sait que Arsène Wenger a toujours fait du très bon travail avec les jeunes d'Arsenal. En revanche, il a souvent été critiqué, en tout cas ces dernières années, pour sa politique de transfert parfois frileuse en concernant les gros noms du football avec Arsenal. Il a eu ces dernières années beaucoup de mal à attirer de gros joueurs. Ça lui a souvent été reproché. Alors parfois il avait l'excuse du manque, et je mets des guillemets, de moyens d'Arsenal qui devait terminer de financer de payer son stade, l'Emirates. Là il aura beaucoup plus de moyens avec le Paris Saint-Germain, donc pourquoi pas, mais c'est un drôle de choix, moi je trouve. En tout cas, si jamais vous avez, vous également envie, pourquoi pas, on sait pas, on a envie également de connaître votre avis, chers auditeurs, chères auditrices, pourquoi pas de Arsène Wenger au Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à vous manifester, vous pouvez réagir, je le rappelle, au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. On continue de parler de Nasser El Khelaifi qui a rencontré Arsène Wenger à Doha. Est-ce que si Arsène Wenger répondait aux sirènes des Qataris, quelle fonction il pourrait occuper, Salio? Bah déjà directeur sportif, ça paraîtrait pas mal. Directeur sportif en étroite collaboration avec Thomas Tuchel, c'est deux profils qui peuvent être complémentaires, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et il peut aussi jouer un rôle d'ambassadeur à l'étranger, que ce soit sur tous les continents, pourquoi pas développer des collaborations sportives avec des pays où le marché peut être très intéressant, comme en Asie ou alors aux États-Unis ou voilà, je sais pas, plein d'autres pays comme ça, quoi. Mais la compétence sportive d'Arsène Wenger, ce serait vraiment un plus, parce que déjà son réseau est confirmé. C'est un gentleman du football. Et puis, il pourrait être complémentaire avec toutes les structures du club. Structures humaines, bien sûr. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Et surtout, c'est un Français qui a à cœur de réussir dans son pays. Passage à Monaco, Il réussit quand même. C'était mitigé. Ouais, mitigé. Donc là, c'est ça qui lui a permis de partir après. Bien sûr, mais on va dire que là, il va chausser une paire de crampons toute neuve, bien propre, voilà, qui est plutôt parfaite. Donc, il aura de la matière pour faire du bon job. Et pourquoi Paris et pourquoi pas une autre équipe? Pourquoi il pourrait s'engager avec Paris et pourquoi pas avec une autre équipe? Parce que il pourrait s'engager avec une autre équipe, il n'y a pas de problème, mais là la proposition, l'équipe qui peut, il peut s'adapter à n'importe quel club européen. Je pense Arsène Wenger, après il était un peu sur la fin à Arsenal, parce que moi je pense que c'était cyclique, donc ça remet pas en cause forcément ses capacités d'entraîneur, mais en termes de parler football, moi j'aime bien utiliser le mot parler football, et il serait compatible avec le PSG et plein d'autres clubs européens. Nassim, tu partages cet avis? Oui, tout à fait. Et puis déjà, quand tu poses la question pourquoi Paris et pas un autre club, déjà parce que la France. Parce que la France, ça fait un moment déjà qu'Arsène Wenger a quitté la France. Alors certes, on suivait ses exploits outre-Manche, mais c'était voilà quoi, ça faisait un peu lointain pour le public français, qui aurait bien voulu d'ailleurs l'avoir en tant que sélectionneur. Quand on parlait de Didier Deschamps en tant que nouveau sélectionneur, au moment avant même. Ouais, voilà, mais même déjà bien avant, même au moment où Laurent Blanc avait pris ses fonctions. Bien avant encore. Exact. Et puis voilà, ça reste quand même une personne aimée du football, même si, à mon sens, je pense pas que ce serait l'homme parfait pour le PSG, puisque, à mon sens, l'homme parfait, ça serait Michael Reschke, qui vient d'être libéré par Stuttgart, qui est un excellent directeur sportif, qui a fait de belles choses avec le Bayern Munich et qui pourrait bien s'entendre avec Thomas Tuchel. À mon sens, ça serait lui qui pourrait vraiment donner une nouvelle vie au PSG, dans le sens où, comme on le disait justement juste avant, Arsène Wenger a du mal avec les politiques de grandes ambitions, quand il faut mettre beaucoup d'argent sur des grands joueurs. Je verrais plus Wenger dans un sens de gestion entre la période post-formation et l'arrivée chez les pros. Ce serait plutôt le poste qu'occupe actuellement, il me semble, l'ancien coach du PSG, il me semble, quand Ronaldinho entraînait,
Fernandez, il me semble. Oui, voilà. Luis. Fernandez, voilà, Luis Fernandez. C'est Luis Fernandez qui occupe ce poste actuellement et je pense que Wenger conviendrait mieux à ce poste-là et Reschke en tant que directeur sportif pur. Ça, après, c'est mon Je avis. suis pas sûr que lui soit encore en place en ce moment. me semble qu'il a un peu Je été sais pas s'il est écarté, encore en place, mais il avait ce poste pendant un Luis moment. Fernandez. Ouais. Est-ce qu'il Je pense qu'il a été un peu écarté. lui. Il a été écarté un peu du moins il est moins présent qu'avant avec l'effectif. Moi, ça m'étonnerait pas vu ce qui se passe actuellement avec les jeunes. En tout cas, pour revenir sur Arsène Wenger, ce dimanche, il a reçu des mains de son ancien joueur, Cesc Fabregas, un prix Laureus pour l'ensemble de sa carrière, faut le rappeler. Et on n'est pas à la première annonce. Hein. Au-delà de cette rencontre, les médias assurent régulièrement qu'il pourrait y avoir une arrivée prochaine de Arsène Wenger au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu es d'accord avec l'avis de Nassim et Saliou? Pas tout à fait. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a les qualités pour occuper n'importe quel poste. Mais je ne le vois pas en tant que directeur sportif, tout simplement. Parce que vu son âge, je ne sais pas, et son expérience, mais aussi sa façon de voir le football, je ne suis pas sûr qu'il soit à 100% d'accord avec Thomas Tuchel sur les joueurs à faire venir ou comment développer la première équipe. Je le verrais plutôt comme un conseiller spécial du président, quelqu'un qui a une agenda très fournie, qui peut effectivement avoir des contacts très intéressants, qui peut aussi beaucoup aider les jeunes de la première équipe. Je rappelle tout simplement que c'est le rôle qu'il a joué avant de devenir entraîneur, Zinedine Zidane au Real Madrid. Il était le conseiller spécial du président et c'est lui qui avait en charge justement les jeunes de la première équipe pour les conseiller, pour les aider, parce que c'est pas du tout évident d'être dans une première équipe avant qu'il devienne entraîneur, notre ami Zinedine Zidane. Donc effectivement, c'est plutôt dans ce rôle-là que dans un rôle de directeur sportif où là il faut se mouiller, il faut prendre des risques et vu le caractère comment ça se passe au PSG, ça pourrait clasher à un moment donné. Donc plutôt conseiller spécial, mais j'attends entendre Simon sur ces drôles, comme il a dit, drôle de choix. Il a dit tout à l'heure par rapport à drôle de choix si on parle d'un directeur sportif comme tu dis. D'accord. On est d'accord sur ce point. Et en effet, si j'avais dû répondre à la question que tu as posée, Guillaume, j'aurais répondu la même chose. Moi, je le vois plus dans un rôle d'ambassadeur, en effet, parce que là, pour le coup, le PSG se cherche depuis maintenant 2012, depuis l'arrivée des Qataris, un certain standing sur la scène européenne, un standing pour rattraper celui du FC Barcelone, du Real, enfin des immenses, des gigantesques Européens. Et évidemment, quand on cite le nom Wenger, en effet, là, on a du standing. Donc, rien que le nom Wenger, il y a une marque Wenger qui collerait bien avec le Paris Saint-Germain de ce point de vue-là et qui, dans un carnet d'adresses pour accompagner le président, pour faire partager son réseau, là, en effet, il y aurait quelque chose à jouer. Et Saliou a parlé de partenariat avec l'Asie et c'est aussi tout à fait vrai parce que Arsène Wenger, avec Arsenal, a développé de grandes choses en Asie. Je pense évidemment à la Chine, au Japon. La Chine et le Japon, et même au Vietnam. Au Vietnam, où là, Arsenal a plusieurs académies, où il y a beaucoup, le football se développe énormément au Vietnam. Donc voilà, et de ce point de vue-là, le PSG gagnerait parce que le PSG se cherche aussi une aura internationale qu'il n'a pas encore totalement. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. En gros, ce que disait Juan Rosé tout à l'heure, c'est vraiment intéressant parce que tu parlais de la complémentarité entre Tuchel et Wenger. Mais il y a un truc important à souligner, c'est qu'il faut que le prochain directeur sportif du PSG ait moins de prérogatives que les précédents. C'est-à-dire qu'on laisse les clés du sportif à Tuchel sur le recrutement, sur le choix, et on laisse le reste au directeur sportif. Je pense que c'est la solution qui serait la meilleure directeur sportif. Oui, mais un directeur sportif à l'américaine, quoi. En gros. Oui, mais voilà, Wenger n'a pas les statures pour être un directeur à l'américaine, quoi. En tout cas, lui, s'il est directeur sportif, c'est pour l'être vraiment. Pour reprendre un peu plus en détail la rencontre entre le président du Paris Saint-Germain et Arsène Wenger, ancien manager d'Arsenal. Il n'y a pas eu vraiment lors de cet entretien, voilà, selon les infos qu'on peut avoir un peu sur internet, apparemment voilà, ils ont pas eu d'entretien privé en aparté, c'était un peu en public devant des invités dans un salon privé. Donc finalement, c'est un peu ce que disait Simon tout à l'heure, c'est des spéculations, puis ça fait 10 ans qu'ils se connaissent, donc on sait pas forcément. Après, ce qu'on sait, c'est que on cherche forcément un remplaçant à Enrique, au directeur sportif du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Et une autre chose juste sur Wenger, tant que, à l'instar de Ferguson, ou plutôt contrairement à Ferguson, il ne dira pas officiellement « je prends ma retraite sportive », Arsène Wenger, on l'enverra au Real, on l'enverra au Bayern, on l'enverra au PSG pour telle fonction de coach à directeur sportif à ambassadeur.
Donc est-ce qu'on n'est pas forcément trop dans des spéculations au-delà de tout ça et que finalement Arsène Wenger va peut-être plutôt rester éloigné parce qu'après tant d'années à Arsenal, est-ce que c'est bon pour lui d'aller dans un club comme Paris, Nassim? Simon vient de le dire, hein, c'est un entraîneur à l'aura immense. Puis quand il se retrouve sans club, forcément, tu as tout le monde qui commence à dire il va venir ici, il va venir là, il va venir ici, il va venir là. C'est le jeu des spéculations. Voilà, tant qu'il n'aura pas annoncé sa retraite, les spéculations continueront. Je pense que après, bon, lui seul sait s'il doit continuer, ou doit se reposer. Il a passé. Arsène Wenger. Pardon? 72, quoi. Arsène Wenger, exactement. Il a, alors attendez, ne quittez pas, il a 69 ans, presque 70 ans en octobre. Voilà. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler parce que Arsène Wenger au Paris Saint-Germain, c'est pas encore fait. Restez branchés sur Beurre FM. On se retrouve dans quelques instants sur Beurre FM avec l'équipe de Thaï Sport pour parler de kickboxing avec notre invité Cédric Doumbé. À tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour sur Beurre FM et sur Thaï Sport avec vos consultants Juan José Dorado, Nassim Bourras, Simon Balachef et Saliou Diouf. On a parlé de Nasser Al-Khelaifi qui a rencontré Arsène Wenger à Doha. C'était le week-end dernier. On va enchaîner maintenant en parlant du Tour de France. C'est incroyable mais vrai. C'est parti, c'est tout de suite. Time Sport. Et oui, le Tour de France qui s'élancera, je le rappelle, depuis Bruxelles cet été et à Nice en 2020 et la Grande Boucle qui s'élancera de la capitale danoise en 2021, enfin, avec une première étape à Copenhague, la capitale danoise. C'est le directeur du Tour, Christian Prudhomme, qui se rendra ce jeudi dans la capitale danoise pour l'officialiser. Bonne, mauvaise nouvelle, enfin c'est bon pour les Danois puisque les Danois c'est quand même le 10e pays étranger à accueillir le grand départ du Tour de France après les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne ou encore Monaco. Est-ce qu'il faut délocaliser nos départs des Tours de France, Nassim? Je trouve ça l'idée intéressante de délocaliser les étapes de démarrage du Tour de France. Après, je trouve que ça fait un peu loin, le Danemark. Faut pas oublier que c'est le Tour de France. Si on l'a fait démarrer en 2021 à Copenhague, ça va être 2022, ça va être à Helsinki, 2023 à Moscou. Ça peut aller très loin comme ça. Surtout que le Tour de France a une renommée déjà de niveau international et je pense pas que le fait de le faire démarrer à Copenhague puisse rajouter de l'audimat en plus. C'est beau, ça permet de voir autre chose que les villes habituelles de France et encore que le Tour de France n'est pas passé dans toutes les villes de France. Il y a certaines villes, certaines zones qui sont moins vues, moins passées que d'autres. Ça pour le coup je trouve ça dommage. Par exemple je pense notamment aux Antilles, aux Dom-Tom ou qui n'ont jamais vu de mémoire il me semble le Tour de France, même si là pour le coup ça fait très loin, ça reste quand même la France, ça reste des territoires français et ça aurait été quand même une belle image, un beau clin d'œil de l'envoyer là-bas plutôt que d'aller jusqu'au Danemark pour en faire une étape de tourisme entre guillemets. Alors faut dire que oui, hein, tu fais bien de le rappeler, Copenhague c'est une ville pro-vélo, c'est une ville justement où les artères même de cette ville sont constituées de pistes cyclables partout, c'est bien aménagé. Est-ce qu'il fallait, Saliou, avant de donner la parole à Juan José, est-ce qu'il fallait justement délocaliser à nouveau ce Tour de France qui, je le rappelle, s'élancera de Bruxelles cette année et après de Nice en 2020. Non, mais c'est très intéressant à chaque fois de faire des lancements et des départs à l'étranger, parce que ne serait-ce que le cyclisme, c'est une vitrine française. Et puis, je vois Simon faire des grands signes comme ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Les coulisses de l'antenne. Et du coup, ouais, c'est intéressant de montrer à l'international, parce que là, pour le coup, c'est de l'échelle européenne, mais c'est de l'international. On est bien d'accord. De montrer à l'international, justement, cette formidable course, parce que n'ayons pas peur des mots, c'est une course. C'est légendaire. C'est légendaire. Ça. Trois étapes avec un contre-la-montre individuel tracé dans les artères de la capitale pour la première étape. Bien sûr, parce que tu sois sportif ou pas sportif, fan de vélo ou pas fan de vélo, moi je suis pas forcément fan de vélo, moi c'est le Tour de France, je le mets pour faire une sieste. Voilà, j'ai pas honte de le dire, mais voilà, Mais c'est les meilleures siestes du monde. Tout le monde,
tout le monde peut dire en France, tout le monde peut te sortir un mot par rapport au Tour de France. Donc c'est là que ça démontre que c'est vraiment. Ça t'a marqué le Tour de France, hein? Ça t'a marqué. On a l'impression parce que. Évidemment. Il y a des souvenirs D'un côté il y a le Tour de France et de l'autre côté il y a les Feux de l'amour. Voilà. Voilà. Ah bah, pas besoin de nous faire un dessin, on a compris, Saliou. Juan José, 3 étapes à Copenhague, ça sera en 2021 pour ce Tour de France. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir choisi, premièrement d'avoir choisi le Danemark, Alors, et puis d'avoir choisi de délocaliser à nouveau le Tour de France? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça avec le Giro le Giro italien ou avec la italien. Volta espagnole, Voilà. pourquoi pas, mais pour ça il faudrait qu'il y ait la demande aussi. Alors permettez-moi de jeter le froid sur votre question. C'est bien de faire de l'audimat, sauf que déjà les statistiques montrent que 50% des Danois suivent le Tour de France. Donc l'audimat est assuré du côté du Danemark. Et puis, c'est vrai, hein, je voyais les statistiques, 9 Danois sur 10 ont un vélo. Donc encore une fois, le Tour de France va partir sur une terre déjà conquise. Alors, soyons pas naïfs, c'est une question d'argent. Pourquoi on ne va pas souvent dans d'autres villes? Tout simplement parce que les Danois sont prêts à payer. Et oui, ils sont prêts à payer. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que les Danois essayent d'avoir un départ du Tour de France. Ça s'est concrétisé il y a quelques mois lors du voyage officiel d'Emmanuel Macron à Copenhague, au Danemark, où effectivement, comme par hasard, il a offert un maillot jaune dès son arrivée. C'est vrai. Donc, c'est vrai. donc voilà. En effet. Donc, ils sont prêts à payer, et le Tour de France a besoin aussi d'argent. On sait que les petites villes, il y a souvent des petites villes qui essayent de faire l'effort financier d'avoir le Tour de France. Ça coûte très cher. Après, c'est un plaisir. Ça coûte Je dirais très que pour cher. l'organisation, c'est pas facile à Ouais, organiser voilà, le Tour donc, de France. Mais c'est un plaisir pour les Français également de pouvoir assister à ce Tour de France. Mais Est-ce bien qu'on sûr. s'en délocalise? Oui, mais pourquoi? Nassim disait, oui, il y a des villes qui l'ont pas eu. Ben oui, parce qu'elles n'arrivent pas à payer. Il y a beaucoup de demandes et tout le monde ne peut pas payer. C'est très lourd à gérer pour une ville. Le Tour de France, il y a des retombées, mais parfois, ce n'est pas des retombées tout de suite. C'est des retombées à moyen terme. Donc aujourd'hui, Copenhague, c'est bien. Ils sont prêts à payer. Le Tour de France, c'est un événement mondial. Et donc, il faut le rentabiliser. Je crois qu'ils ont raison, effectivement, de joindre le plaisir aux affaires et de l'amener donc à Copenhague. Et pensons aux grands coureurs danois aussi. Exactement. Jacob Fuglsang à qui on rendra hommage pendant 2021. Il aura donc 2 ans de plus, si je suis pas trop mauvais en maths, Exactement. donc 35 ans je crois. Donc ce sera un bon moment pour lui. Et puis on pense aussi à Rasmussen, même si ça avait pas très bien fini, si je me je m'abuse. Mais non, mais moi je suis d'accord avec Saliou, quoi. Il faut montrer nos beaux produits de France, enfin. Voilà le Made in le France. Tour de France. Made in Exactement, France. Made in France. Le Tour de tout est dans le titre. Le Tour de France. Voilà. Donc, on fera le tour du Danemark ça. maintenant. Voilà. Et autre chose, Nassim parlait de l'envergure internationale du Tour de France et du fait qu'il est regardé dans énormément de pays, suivi, populaire. Il faut le partager, ce Tour de France. Il faut le partager. Alors après, c'est sûr que pour des raisons logistiques, ça va être difficile peut-être de l'organiser. Alors là, on va être plus pragmatique, comme José, et du coup, je sais pas, penser à la Chine ou aux Émirats, où il y a des tours aussi aux Émirats. Il y a un tour des Émirats, ou alors pourquoi pas en Colombie, en hommage à Nairo Quintana et bien d'autres. Mais non, il faut le partager. Alors si déjà on peut le partager avec nos voisins européens qui ont des grands coureurs, faisons-le. Et puis la dernière ville en date, c'est Düsseldorf. Düsseldorf qui en 2017, qui justement a accueilli cette épreuve, ce lancement de ce Tour de France. Donc Nassim, tu voulais rajouter quelque chose concernant l'organisation qui est peut-être compliquée à faire? Surtout que en fait, cette méthode, c'est pas la première à exister dans le domaine sportif. Je pense notamment, et ça parlera peut-être à plus de nos auditeurs, c'est la NBA. La NBA qui essaie de s'exporter aussi. On sait que certains matchs de NBA ont lieu à Londres. L'annonce a été faite tout récemment que certains matchs auront lieu maintenant à Paris. C'est exactement le même principe que le Tour de France. La NBA cherche à accroître son marché potentiel en essayant d'organiser des matchs un peu partout. Le Tour de France essaie de faire du coup la même chose en essayant de délocaliser certaines de ces étapes à l'étranger. Bien entendu, voilà, lors de mon premier propos, je parlais plus du plaisir, mais Juan José et Simon ont tout à fait raison. Voilà, il y a une politique mercantile, une politique économique qui vient derrière. Forcément, on ne pourra pas satisfaire toutes les villes, tous les villages qui veulent l'organiser. Le Tour de France doit se rentabiliser, fait face à des difficultés, face aux autres événements sportifs auxquels il fait face. Donc c'est une politique compréhensible et pas forcément à haranguer ou à mettre de côté. Ça renforcera l'attractivité. Juan José, tu voulais dire quelque chose? Juste un petit mot. C'est vrai que le Tour de France, c'est une vitrine. Derrière cette vitrine, il y a Amaury Sport.
Et Amaury Sport est un organisateur qui organise d'autres tours. Peut-être qu'il ne va pas vendre le Tour de France à la Chine, mais il va leur vendre l'organisation des tours par Amaury Sport. Donc c'est surtout une vitrine, c'est proche entre guillemets le Danemark, mais pour les autres pays, j'ai fait confiance à Amaury Sport pour leur vendre aussi leurs produits. Vendre un savoir-faire français, messieurs. Voilà, mais c'est ça. Je vais vous dire un peu le slogan, le ton qui a été donné ce mercredi par Christian Prudhomme, le directeur et organisateur du Tour de France. C'est l'histoire d'une rencontre entre la plus grande course cycliste du monde et la ville la plus cyclable au monde. C'est beau ça, hein, Simon? C'est magnifique, on l'a encore dit. Voilà, il faut rendre hommage à nos voisins qui partagent cet amour du vélo sportif comme le vélo citoyen, civil, le vélo du quotidien de tous les jours. Et en effet, les pays nordiques... longueur d'avance. Ouais. Exactement. C'est pas seulement des passionnés, ils ont une longueur d'avance sur nous en matière de pistes cyclables, d'adaptation de la ville à ce genre de transport. Donc oui, Copenhague, on peut du coup même penser d'ailleurs plus tard aux Hollandais. Je crois pas que ça a été encore fait. Au mois de juillet, ça fait exactement. Beau là-bas. Puis il y a la belle sirène. C'est une belle ville. Oui, c'est vrai. Et puis ça sera l'occasion pour des Français, voilà, s'ils ont envie de voir le départ du Tour de France, ils auront que. Il y aura toujours des beaux plans. Voilà, faudra se déplacer du Tour de France. Il y aura des très beaux plans à faire. Voilà, et puis il faudra se déplacer, puis voilà, au Danemark, comme ça permettra aux Français aussi de découvrir cette magnifique capitale danoise. Donc voilà, en attendant, il y a Bruxelles, c'est cet été pour le Tour de France. Nous, on va enchaîner sur un autre sujet après avoir longuement parlé de cette bonne nouvelle pour les Danois et pour le cyclisme en général, voilà, et le Tour de France. On va passer à la Ligue des Champions et surtout au match d'hier et au match d'aujourd'hui. C'est l'heure de la victoire. Time Sport, la victoire. Et la victoire en Ligue des Champions, ça sera peut-être ce soir, celle de l'Atlético face à la Juventus ou celle de Schalke face à Manchester City. C'est ce soir à 21h. En tout cas, c'était pas celle de Liverpool face au Bayern ou celle de Lyon face à Barcelone hier, puisque les deux matchs se sont terminés sur un match nul, ex-aequo. Donc tout reste à faire au match retour. On va revenir un peu sur ces deux matchs, notamment Lyon-Barcelone. C'était très attendu avec un Barcelone qu'on attendait justement. Les Lyonnais quand même avaient peur au début de ce match, en se disant bon. Là, ils ont quand même réussi à tenir un match nul. Par contre, au match retour au Camp Nou, ça risque d'être un peu plus compliqué. Salut. Oui, juste pour me permettre 2 petites secondes, je passe un grand bonjour à mon ami Athanas, le Cristolien, très fidèle auditeur de cette émission. Et voilà, juste une petite parenthèse. S'il nous écoute, ça c'est la classe comme ça. Voilà, en plus, au moment de la Ligue des Champions, et puis c'est l'occasion de vous rappeler que si vous voulez réagir, vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. Donc, salut, je te repose la question. Lyon-Barcelone, est-ce que tu es convaincu? Et est-ce que ça va être compliqué aussi pour les Lyonnais? Enfin, visiblement oui, au match retour. Revenons à nos moutons. Oui, moi j'étais persuadé du score. En fait, j'étais sûr qu'il allait faire 0-0. J'en étais convaincu. Non, mais parce qu'en fait, faut prendre les paramètres suivants. Pep Genesio. Voilà, Pep Genesio. Je suis son disciple. En fait, faut prendre un paramètre, c'est que le Groupama Stadium, c'est une forteresse ces derniers temps. C'est-à-dire, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Barcelone, je pars sous le contrôle de Juan Rosé. Ces derniers matchs, c'est pas forcément flamboyant. Donc une équipe pas forcément flamboyante qui va au Groupama Stadium dans une rencontre de 8e de finale déterminante où les deux équipes vont tout donner, surtout Lyon qui part entre guillemets comme le petit pousset, qui forcément va jouer un cran au-dessus. C'était forcément un mini traquenard pour les Barcelonais parce que mine de rien, si Terrier il met la frappe, il la met en lucarne, là, ça change tout. Là, si Suarez, au lieu de rater 10 tirs, mais les 10, mais Suarez, ça change tout. On peut refaire le match. Hein. Non, mais le niveau de Suarez est quand même assez incroyable. Alors attendez, j'ai juste vu une statistique. 25 tirs. 25 tirs cadrés. Pour le Barça, c'est leur plus haut taux de tir depuis 2004. Messieurs, vous êtes moqueurs, mais là je vous parle d'une situation, on est en entame de match, donc si Lyon ouvre le score, c'est vraiment autre chose. Après Suarez, je sais pas, Juan Rosé, je vais encore revenir vers toi. Je sais pas si ses performances sont les mêmes ces dernières semaines dans le championnat espagnol où il est plus que maladroit là. Je sais pas ce qui se passe. Il n'a pas marqué en Champions League depuis septembre 2015 à l'extérieur. Ah oui. Il n'a pas marqué depuis septembre 2015 à l'extérieur en Champions League. Nassim, c'est un bon résultat pour Lyon 0-0 face à Barcelone à domicile. Très honnêtement, ça m'étonnerait même pas que Lyon élimine le Barça à l'issue des 8e. Et ça m'étonnerait même pas que derrière, ils perdent contre Strasbourg et Caen. Voilà. Non mais sérieusement, parce que c'est Bruno Genesio.
c'est le problème ou l'atout de Bruno Genesio, c'est qu'il est capable de faire des performances extraordinaires face aux grands clubs et perdre derrière contre des clubs lambda par rapport au Barça ou à Manchester City. Et ses joueurs, Nassim. Et ses joueurs aussi. Mais, c'est quand même très visible avec Bruno, dans l'ère Bruno Genesio, parce que ces performances-là, on les voyait pas depuis des années avec Lyon. Et là, on arrive à les revoir avec Lyon. Mais derrière, ça ne suit pas en championnat. C'est quand même totalement paradoxal. Après, par rapport au match d'hier, faut pas oublier, moi je mets en avant la performance des deux gardiens, qui sont Anthony Lopez et Marc-André Ter Stegen, qui ont livré un match fantastique. Ter Stegen qui montre, à mon sens, qu'il devrait prendre la place de Neuer en sélection nationale. Et il est temps, parce que surtout que Neuer n'a pas retrouvé toutes ses facultés depuis sa blessure pré-Coupe du Monde. Et puis par rapport à Anthony Lopez, il mérite enfin qu'on parle de lui en tant que grand gardien de niveau international, parce qu'il émerge, il est assez jeune comparé aux autres gardiens de ce niveau-là, et il montre de belles choses depuis de nombreuses années. Et il mérite, à mon sens, mieux que Lyon, parce que franchement, c'est un gardien de très très haut niveau, il l'a montré hier. Tu fais bien de le rappeler, il y a eu des excellents gardiens hier lors du match entre Lyon et Barcelone. Je vais revenir un peu avec Juan José sur ce que disait Saliou il y a quelques instants. C'est surtout les performances de Barcelone en ce moment, puisque voilà, certes ça peut être un bon résultat pour Lyon, un 0-0, et puis ils peuvent l'emporter à domicile comme le disait justement à l'instant Nassim, mais voilà. Barcelone-Valence 2-2, Barcelone-Real 1-1, Atlético-Barcelone 0-0, et puis en Liga, ce dernier résultat cette victoire tout juste face à Valladolid 1-0. Est-ce qu'ils sont dans une mauvaise passe actuellement, Barcelone ? Pas une mauvaise passe, ils sont premiers de la Liga espagnole. Oui, quand même, il y a quand même 5 matchs. 9 points du Real Madrid. Non, je veux dire, ils sont pas à son meilleur niveau, surtout si on compare par rapport à 2008, 2009, 2010, voire même 2014. 2015, quand ils ont gagné la dernière Champions League, ils sont pas du tout au même niveau. Cela dit, effectivement, une équipe qui réussit en huitième de finale à frapper Vincent Froid, cadré, qui ses meilleurs joueurs, Suarez, Messi, n'arrivent pas à marquer, c'est inouï. Et puis, il y a quand même une statistique qu'il faut garder en tête. Je regardais tout à l'heure, depuis que Messi joue la Champions League avec le Barça, jamais une équipe s'est qualifiée au Camp Nou après avoir fait match nul à l'extérieur. Chelsea est tombé, l'OL est tombé, le PSG est tombé, Arsenal est tombé, Milan est tombé. Donc vous voyez, il y a des statistiques qui montrent que le match retour va être compliqué. Le match retour va être compliqué. Restez connectés, restez branchés sur Beurre FM. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de la Ligue des Champions, notamment des matchs de ce soir et de la Juventus qui joue contre l'Atlético, de Schalke contre Manchester City. A tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec Juan José Dorado, Simon Balachef, Nassim Bourras et Saliou Diouf. On a évoqué Arsène Wenger, notamment sa rencontre avec Nasser El Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. On a parlé également du Tour de France qui va se délocaliser en 2021 au Danemark, à Copenhague. Et là, on était sur la Ligue des Champions, notamment les matchs d'hier entre Lyon et Barcelone. C'est l'heure de la victoire. C'est parti, c'est tout de suite. Time Sport. Le duel. L'heure du duel. C'est pas la victoire parce qu'on ne sait pas encore les résultats du match. Voilà. C'est bien, au moins on a un Real qui est au taquet. C'est parfait. Voilà. On sait pas. J'ai douté, tu vois, quand je me suis dit victoire. Il y a pas allez, on y va pour duel quand même. Il y a pas de. Ouais, voilà. Mais il reste quand même un duel entre Lyon et Barcelone, puisqu'il reste un match retour aussi entre Liverpool et le Bayern Munich. On va finir sur Lyon et Barcelone avec toi, Simon. Tu voulais nous livrer un peu ton analyse sur ce match. Alors déjà, moi j'aimerais féliciter évidemment les joueurs lyonnais et notamment la défense lyonnaise, et on en a parlé, Anthony Lopez, qui ont fait tout ce petit monde-là un match tout bonnement fantastique, parce que si les attaquants barcelonais ont été assez maladroits, on l'a vu avec cette stat édifiante, ils ont quand même bien verrouillé la boutique, on l'a vu notamment dans le dernier quart d'heure de jeu. Ensuite, on en parlait, Lyon a de ça d'agaçant qui ressemble à cet élève qui peut devenir excellent sur un devoir extrêmement difficile et qui va se viander lors d'un bête exercice parce qu'il a décidé de ne pas le travailler. C'est un peu la sensation qu'on a. Donc comme tu l'as dit, ce serait pas étonnant de les voir faire une performance peut-être au Camp Nou et de se rater derrière contre Strasbourg et Caen. D'autres clubs de Ligue 1.
En revanche, José a utilisé un terme, il a utilisé le terme inouï. Et c'est vrai que cette stat et cette maladresse de la part des offensifs barcelonais, catalans, est tout bonnement inouïe. Et le match retour étant dans 3 semaines, les clubs comme le FC Barcelone ayant un standing qui fait qu'ils se préparent à au final être prêts à vraiment jouer en mars, à cette période de la saison. Et puis ils vont jouer 2 gros matchs, je te coupe, notamment contre le Real Madrid, voilà. en Liga et en Coupe du Roi. Tout reste, il y a encore énormément de temps avant le match retour, donc cette stat elle vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui, donc hier plutôt le 19 février, je crois que je me trompe pas. Mais pour le match retour, la donne aura probablement énormément changé et je pense, je me fais pas trop de soucis pour les Catalans. Je pense que les Suarez, Messi et consorts auront réglé la mire et que ce sera beaucoup plus difficile pour les Lyonnais. En tout cas, tout reste à jouer comme entre Liverpool et le Bayern Munich. On en parle dès maintenant avec Nassim, notamment voilà le Bayern qui n'a pas eu un grand Lewandowski comme Salah n'a pas eu comme Liverpool n'a pas eu un grand Salah, mais zéro quand même, 0 tir cadré. On restera là-dessus, même si voilà c'est pas non plus 0 tir cadré du côté du Bayern Munich. Parce que la stat officielle quand elle était sur le match, c'était 1 tir cadré pour le Bayern et 2 pour Liverpool. On était à la 75e, il me semble. Même dans tous les cas, que ce soit 0, 1 ou 2 ou même 3, c'est ridicule. Moi, décevant pas décevant, en colère, énervé. Moi, je me suis fait arnaquer hier. On m'a vendu un match fantastique. C'est comme quand vous allez au kebab, on vous vend un sandwich bourré de viande, et ben vous avez plus de légumes que de viande. Voilà, c'est exactement. Une sacrée métaphore. Voilà, c'est exactement ce que j'ai vécu moi hier. On m'a vendu un match avec des Mo Salah, avec des Firmino, avec des Sadio Mané, avec des Lewandowski, des Joshua Kimmich, un Manuel Neuer. Et ben j'ai eu un match de Ligue 2, Ligue 2 Domino's Pizza. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça ce que j'ai. Non. Honnêtement, je vais le passer mon coup de gueule. C'était un match indigne de Ligue des Champions. Si ce n'est la performance de Mats Hummels en défense centrale et de Javi Martinez, qui, à ma grande surprise, a enfin joué un match de niveau international avec le Bayern Munich depuis un bon moment. À part ça, c'était très 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 médiocre techniquement, que ce soit de la part des attaquants de Liverpool qui n'ont pas été capables de cadrer des frappes intéressantes, et les milieux du Bayern qui n'ont pas été capables de trouver le Lewandowski, et les ailiers qui ont été ridiculement inutiles. J'en perds encore mes mots, parce que franchement je m'attendais vraiment pas à un match de ce niveau technique. Qui ait pu avoir 0-0, ça peut arriver, mais un match d'une faiblesse technique aussi abominable, j'y crois pas, surtout en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc Nassim en colère. Salut, est-ce que tu partages un peu l'état d'esprit de Nassim sur ce match? Moi j'ai envie de profiter de l'expertise du football allemand de notre ami Nassim, et je vais sûrement passer pour un simplet, mais justement moi j'aimerais te demander, est-ce qu'on n'a pas justement touché aux limites du football allemand, enfin pas football allemand, du coaching allemand? En ça, je parle des 2 techniciens qui ont une philosophie à l'allemande. Enfin, Kovac et Croate. Ouais, mais je veux dire que voilà, il est plus allemand que Croate dans sa manière de jouer. Et même chose pour Klopp, qui a une longue page sur le football allemand. Est-ce qu'on n'atteint pas les limites de ce coaching-là en voyant le match d'hier? Pour Klopp, je le saurais moins, parce que bon, il a quand même fait une belle saison l'année dernière. Il arrive en finale de Ligue des Champions, si c'est pas un autre Allemand qui lui bouffe la feuille de match. Mais sur la performance, déjà moi je trouve que Kovac n'a pas à jouer de cette manière-là. Il surjoue d'une manière qui n'est pas la sienne. La manière dont il a réussi à Francfort, c'était un jeu de contre-attaque un peu à l'image de l'ancien coach du Bayern Munich, Heynckes, justement, qui avait fait les grandes heures du Bayern Munich avec sa fameuse victoire en Ligue des Champions. Un jeu en contre-attaque très intéressant en défense, et qui est capable de vite remonter en attaque. Là, ici, Kovac essaie de nous faire une Pep Guardiola, c'est-à-dire on joue bas, on joue toujours avec des passes, forte possession de balle, pour ensuite affaiblir l'adversaire et marquer derrière. C'est pas son style de jeu à Kovac, et c'est pour ça que on a l'impression que on voit ses limites, alors que c'est pas vraiment des limites, c'est juste qu'il joue à contre-courant de lui-même. Avant de passer aux 2 matchs d'aujourd'hui, je vais donner la parole à Juan José Simon. Est-ce que c'est un bon point finalement, enfin un bon match, un 0-0 pour le Bayern, qui finalement recevra Liverpool au match retour? Si quelqu'un est vainqueur, c'est le Bayern, parce qu'effectivement il va recevoir, et donc le 0-0 lui permet peut-être effectivement de faire une perf. Je suis surpris effectivement par le jeu de Liverpool, qui est sur 2 contre-performances. La défaite à Paris en phase de groupe, et puis
hier. Et c'est étonnant pour un club qui est quand même en tête du championnat anglais avec Manchester City. Donc cette contre-performance commence à inquiéter puisqu'elle se renouvelle petit à petit pratiquement toutes les semaines. Donc, et la City qui arrive en plus derrière. Ce qui laisse apparaître que l'équipe n'est pas encore à 100% et elle est loin d'être l'équipe que nous avons découvert ou connue l'année dernière. Simon. Alors déjà, oui, en effet, on a affaire avec Liverpool et le Bayern de Monsieur Kovac. Je ne sais pas trop bien le prononcer à la dalmate, mais on a affaire à deux mastodontes qui sont un petit peu, qui se cherchent un petit peu actuellement, qui sont un peu en perte de vitesse. J'y vais peut-être un peu fort, mais voilà, qui ont du mal à se trouver, à trouver leur jeu ou à retrouver leur jeu pour le Liverpool de Jupp Heynckes. Après, est-ce qu'on n'a pas aussi affaire à, et c'est très courant à ce stade de la compétition ou même en Ligue des Champions, à un match de cadors qui, en fin de compte, ont procédé à un round d'observation de 90 minutes. Assez navrant souvent dans ce cas-là. Je pense à des matchs références dans ce cas-là. Je pense à un Inter-Milan, je crois une demi-finale en 2003 avec 2 matchs nuls aller-retour. Alors que si on se souvient des noms sur le papier, c'est absolument c'est légendaire. Et on avait eu 2 matchs absolument ennuyeux, pauvres techniquement, parce qu'on avait deux cadors qui se cherchaient. Moi, de ce que j'ai lu, parce que pour être honnête, je n'en ai vu que de résumés, donc voilà, je préfère être honnête, de ce que j'en ai lu, j'ai eu la sensation de lire des résumés ou de lire des articles sur un de ces matchs entre 2 gros clubs qui se sont toisés, qui se sont regardés. Alors après, savoir qui a fait la bonne opération, en effet, le 0-0, le Bayern recevant chez lui, ça peut être un avantage pour l'emporter. Après, 1 pour Liverpool, voilà, 1 pour Liverpool et Simon, je crois un un peu sur ce que tu viens de dire, tu tiens la clé dans le sens où je pense que les 2 équipes pensaient avoir fait le bon résultat. Le 0-0, ça peut arranger Liverpool dans le sens où s'il marque à l'Allianz Arena, ça compte double. Et le Bayern Munich se dit comme quoi, voilà, on n'a pas encaissé de but, ça renforce notre défense, surtout qu'ils ont des problèmes au niveau de la défense. Donc là, c'est un clean sheet, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, on joue à domicile au retour, ça peut aller. Voilà, c'est pour ça, c'est l'une des raisons qui, à mon sens, fait que le match a été si ennuyeux hier. En tout cas, même s'ils se sont neutralisés au match aller, il y aura forcément une solution au match retour, soit du côté de Liverpool, soit du côté du Bayern Munich pour finir en quart de finale. Mais on va rester sur la Ligue des Champions et surtout 2 affiches ce soir, l'Atlético Madrid, la Juventus, le Schalke 04 et Manchester City. Comment justement on peut appréhender ces 2 matchs, surtout Atlético Madrid, Juventus, les 2 qui commencent à 21h, José. Alors c'est l'un des matchs les plus intéressants de ces 8e de finale, sachant qu'effectivement la Juventus, lors de la phase des qualifs des groupes, a montré qu'elle a une superbe squadra, comme on dit les Italiens, une superbe équipe, et qui est vraiment favorite. Avec Cristiano Ronaldo. Avec Cristiano Ronaldo, mais qui est favorite effectivement pour aller au bout de cette compétition. En face, vous avez l'Atlético de Madrid qui est aujourd'hui 2e du championnat espagnol, même s'il a été corrigé par le Real Madrid il y a 2 semaines. Mais une équipe qui tient à cette Champions League, déjà parce que l'on a perdu 2 en chemin récemment face au Real, mais surtout parce qu'il ne faut pas s'oublier, la finale des Champions League va se jouer au stade Wanda Stadium, donc à Madrid, au stade de l'Atlético de Madrid, qui va récupérer quand même Coquet pour le match de ce soir. Mais c'est vrai, c'est le retour de Ronaldo sur les terres madrilènes face à l'ennemi de toute sa carrière du côté espagnol. Mais match compliqué, match difficile. Je fais confiance à Simeone qui vient de renouveler son contrat avec l'Atlético de Madrid pour booster ses joueurs et peut-être faire un très beau résultat qui leur permettra d'aller donc en Italie par la suite. C'est du 50-50 ce soir, Simon, entre l'Atlético et la Juventus. Un Cristiano Ronaldo près, oui, c'est du 50-50. Après, en effet, c'est une affiche totalement alléchante. Notamment pour ces 2 coachs. Tu as parlé de Simeone, on peut parler aussi de Monsieur Allegri. On a affaire à 2 coachs d'une science tactique complètement folle, opposée, différente, complètement folle, et on risque d'avoir un match vraiment très tactique, un match de puriste. Et là, par contre, j'ai peur qu'encore une fois, ça accouche sur un match très très fermé, extrêmement tactique, et qu'on ait affaire à un match, comment dire. Là, puisqu'on est dans la série des métaphores, on va penser à ce genre d'œuvre extrêmement brillante, mais très compliquée à comprendre. Et du coup, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait du spectacle lors de cette rencontre. Mais ce qui est sûr,
c'est que je pense que footballistiquement et tactiquement, ce sera brillant. Il nous reste 2 minutes, on va parler de l'autre affiche entre Schalke et Manchester City. Comment appréhender cette rencontre du côté de Schalke, Nassim? Mal, très mal. Ça sent mauvais pour Tedesco et ses hommes. Surtout que ça va pas fort du tout pour eux en championnat, et je pense pas que c'est contre City, parce que là c'est pas Pep Genesio qui a sur le banc. Eux, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, c'est toujours aussi moyen, voire médiocre. Donc je vois très mal Manchester City perdre ou faire match nul contre Schalke, et je trouve ça intéressant comme ce match-là, puisque ça va être quand même le match du retour pour Leroy Sané, qui va retrouver la maison à Gelsenkirchen. Exact. Donc ouais, pas facile à dire. Mais oui, c'est compliqué match, pour Schalke. c'est un match intéressant. C'est un match intéressant, et c'est surtout le match de la fin pour Tedesco, parce que si il perd sur un gros score comme a perdu Dortmund face à Tottenham, ça peut signifier la fin de saison pour Tedesco, parce qu'il n'y aura plus rien à jouer derrière. Entre Schalke et Manchester City ce soir à 21h, ça risque d'être assez compliqué. C'est du 50-50 ou Ouh là là, camarade. Non mais je sais pas, je me lance. J'ai envie de prendre l'analyse de Nassim à l'inverse. Il me dit voilà, Schalke est dans une mauvaise période, et ben j'ai envie de me dire pourquoi on pourrait pas y croire pour Schalke, même si c'est un peu déséquilibré, que voilà, on sait que Manchester City va normalement gagner ce match. Est-ce que c'est ton analyse? Malheureux, je te trouve beaucoup trop enthousiaste là. Donc, Même moi, fan du football allemand, je suis pas aussi enthousiaste. Je sais pas, j'essaye. Je vais te dire un truc, c'est que Schalke, c'est le petit pousset des huitièmes de finale, tout simplement. Donc Manchester City a une obligation de résultat sur ce match et sur le match retour. Et ce sera une boucherie pour les Allemands, je pense. À Gelsenkirchen. Nassim, Voilà. très rapidement. Oui, c'est juste pour le mot de la fin, je voulais passer un beau message aux joueurs du Hertha Berlin, qui ont fait l'exploit hier en 16e de finale en battant le PSG en Youth League, alors qu'ils étaient totalement pas favoris. Donc peut-être que ça peut donner des idées aux joueurs de Schalke 04. Eh ben on verra ça ce soir. En tout cas, on va parler d'une information, cette fois-ci pas en Ligue des Champions, qu'on n'a pas eu le temps de traiter, c'est en Ligue 1, parce que voilà, on voulait évidemment attendre les rebondissements dans cette affaire. C'est des perquisitions qui auraient eu lieu mardi, voilà, dans les bureaux du FC Nantes, à la Jumelière et à Paris, voilà, dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale présumée qui concerne Valdemar Kita, le président du club. On aura l'occasion d'en reparler avec nos consultants. Merci à Nassim Bourras, merci à Saliou Diouf, merci à Juan José Dolado et merci à Simon Balachev pour nous avoir accompagnés durant 1 heure justement. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour nous avoir être avec nous en permanence. Et ouais, c'est très compliqué le mercredi là. Rien n'est compliqué. C'est Jacob Fugelsang. Voilà. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.